Donc, on a présentement notre interface utilisateur qui fonctionne bien. Donc, si je l'exécute, je devrais avoir juste ici donc le bouton acquisition qui me génère un graphe et je peux quitter tout de suite. Donc, ce qu'on va faire maintenant, ça va être donc de venir lier cette interface utilisateur là avec notre classe acquisition qu'on avait déjà fait. Puis enfin, on a déjà quelques exemples de comment cette classe acquisition là fonctionne. Par exemple, on peut créer une instance de cette classe-là. De cette façon-là, donc finalement, on a notre classe qui s'appelle acquisition Arduino. 5, c'est le temps d'acquisition qu'on lui met. Et ici, serial, donc c'est un des mots qu'on doit rechercher donc dans la description du pare série. Je pense que si on fait le find purge, on regarde toutes les descriptions des pares série puis qu'on trouve serial, on considère que c'est ce pare série là. Je vais simplement copier cette ligne-là parce qu'en fait, ça va nous permettre donc de faire une instance de notre classe et dès qu'on crée l'instance, on va automatiquement trouver les pares séries, donc notre fonction qu'on a ici, et se connecter à ce pare série-là. C'était pas nécessaire de faire ça dans la méthode d'initialisation, on aurait pu le faire en dehors, mais c'est un choix qui est plus simple, comme ça dès qu'on va créer notre classe, une instance de la classe acquisition Arduino, on va se connecter au pare série directement. Donc, je vais faire ça directement dans le init ici de mon application graphique. Et tout ce que je vais faire, mon acquisition ici, ça va être un attribut. Donc, de ça. En gros, là, ce qui va se passer, ce self-là, ça appartient au main app. Donc, quand je vais créer mon instance ici, Winify, donc, par défaut, je vais créer mon attribut acquisition. Puis en fait, acquisition, c'est une instance de la classe acquisition. Fait que c'est mélangeant. Acquisition, c'est un attribut de ma classe main-app, mais c'est aussi une instance de ma classe acquisition.arduino. Puis pourquoi on le fait là-dedans initialisé, comme ça on va pouvoir y avoir accès dans tous les états. Par exemple, quand je vais vouloir, par exemple, aller chercher des données, donc, comment dire, faire l'acquisition de données, mais on va maintenant pouvoir avoir accès à acquisition, donc c'est un attribut dans ce cas-là, mais c'est l'instance de la classe acquisition. On va y avoir accès. Par exemple, donc ici, en créant donc l'instance de la classe acquisition, on va tout simplement donc rechercher le pare série automatiquement puis s'y connecter. Maintenant, si on veut aller chercher les données, donc on va pouvoir donc utiliser la méthode acquire data. Pour faire ça, pour aller chercher les données, on va faire ça donc directement dans mon bouton acquisition. C'est au bouton acquisition cliquer, fait qu'on va cliquer sur le bouton acquisition. Donc on avait ici la connexion qui était créée. Donc quand je clique sur le bouton acquisition, j'appelle juste ici donc ma méthode bouton acquisition clicked. Donc ce qui est ici, et on va faire donc aller chercher les données à ce moment-là. Donc si on vient directement là, on devrait être capable donc d'aller chercher nos données. Fait donc ici, graph clear, ça c'est mon graphe, on efface les anciennes données graphiques. Avant, on allait directement donc se créer des données bidons. On va juste effacer ça, c'est plus nécessaire. Et tout de suite, on va donc aller chercher les données. Je vais faire self.acquisition. Donc ici, acquisition, c'est un attribut de ma classe main-app qui est l'interface usagée. Mais j'ai accès justement aux méthodes. Si je vais juste voir les méthodes que j'ai accès, je peux tout de suite faire le acquire data. Puis en fait, acquire data, c'est une méthode, fait que ça me prend mes parenthèses. Puis le acquire data, c'était une méthode ici qui fait l'acquisition des données. Donc pour un certain temps, on prend le temps initial et on a une boucle while, et tant que le temps qu'on va chercher, moins le temps initial est plus petit que le temps d'acquisition. Par défaut, on l'avait mis à 5 secondes quand j'ai créé mon instance. Juste en haut ici, je le mets à 5 secondes, donc on va venir chercher les données pendant 5 secondes. Et en fait, nos données, pour y avoir accès, comment on fait pour y avoir accès? J'ai justement, comme j'ai mon instance acquisition qui est un attribut donc de ma classe main-app, je vais pouvoir y avoir accès directement avec. Je peux reprendre donc au lieu de temps ici, pouvoir simplement taper donc self, oups, je manque
un petit plus, je m'excuse. Donc self point, donc acquisition. Fait qu'acquisition, c'est un attribut de ma classe main-app qui est l'interface usagée. Et je peux aller directement chercher les données. Fait que je pense que c'était time buffer, si je me souviens bien, qu'on avait mis. C'est pas tout à fait un buffer, mais on va avoir time buffer. Là, comme c'est un attribut, par exemple ici, quand je faisais acquire data, c'était une méthode, je mettais les parenthèses. Ici, c'est un attribut, donc directement des données, fait que je ne mets pas de parenthèses, on va chercher les données. Et même chose ici, je pourrais faire un copier-coller pour que ce soit plus rapide. Donc, je vais faire un copier-coller ici. Là, c'est pas le time buffer, je pense que c'était le data buffer, si je me souviens bien. Donc, juste enlever le R. Est-ce qu'on me suggère quelque chose? Donc, c'était bien data buffer. Si on a une erreur, on va se le faire dire. Ouais, data buffer, ça me dit que c'est une liste. Même chose ici, time buffer. Ouais, donc, tout est correct. Ça devrait bien aller. Puis, la seule chose que je vois, c'est que quand on va cliquer sur le bouton quitter, ça serait bien de fermer le pass série. Dans ma classe acquisition, j'ai justement donc une méthode pour fermer le pass série. Donc, je vais aller tout de suite faire ça. Donc, je vais appeler cette méthode-là. Je vais l'appeler avant de fermer la fenêtre. Voilà, je pense que j'ai fait la notation correctement. Parfait, donc je vais faire self.acquisition.close port. Parfait. Ici, méthode, on met les parenthèses. Ça devrait quand même bien fonctionner. Si je fais l'acquisition ici, et je fais acquisition, là c'est 5 secondes d'acquisition, j'aurais dû mettre un temps plus faible que ça. Donc, je fais l'acquisition pendant 5 secondes, ça fonctionne bien. Je peux faire une deuxième acquisition, puis il va y avoir une erreur. On voit ici mes points. Mes données sont là, puis regardez, les deuxièmes données s'affichent par-dessus. Pourtant, j'avais quand même fait clear graph, j'avais enlevé le nez du graphique. C'est pas au niveau du graphique le problème, je vais faire afficher mon graphique. Le problème, il est tout simplement, donc si je vais dans acquisition ici, je fais un append de mes données. Fait que je prends le data buffer, qui est une liste, et je lui rajoute les données au fur et à mesure. C'est pour ça que je m'étais fait la fonction clear buffer pour être capable de remettre tout ça à zéro. Fait que quand on relance une acquisition, avant, il faudrait faire clear buffer. Ou probablement peut-être que ça aurait été plus logique que la fonction acquire data claire les buffers, mais en fin de compte, peut-être que des fois, je veux acquisitionner des nouvelles données sans arrêt. Fait qu'on va juste appeler la fonction la méthode clear buffer. Là, je m'excuse, des fois je dis fonction. Quand oui, c'est une fonction, mais c'est une fonction qui est propre à une classe, donc c'est une méthode. Donc la méthode clear buffers qu'on s'est créée. Alors on va tout de suite aller appeler cette méthode-là. Donc je fais graph clear. Ça c'est donc j'ai graph qui est mon graphique ici. Et je vais faire self.acquisition. Donc l'instance acquisition. Point, j'appelle la méthode clear buffer. Juste ici. Et comme c'est une méthode, je mets les parenthèses. Donc, on devrait effacer les buffers. Là, tant qu'à y être, moi, je suis un petit peu tanné du temps d'acquisition, qui est de 5 secondes. Fait que je vais tout simplement aller ajuster le temps d'acquisition, donc l'instance acquisition, qui est l'attribut, qui est un attribut finalement dans notre classe main-app. Et vous voyez, acquisition time, j'ai accès à ça. Fait qu'on peut tout de suite prendre l'acquisition time et dire, ben maintenant, on va acquisitionner pendant une demi-seconde. C'est déjà bien suffisant. Et on peut lancer tout ça et regarder ce qui va se passer. Et ça devrait quand même bien fonctionner. Bon, je me suis trompé. Ouais, ma fenêtre est là. Donc, ok, je vais pas quitter tantôt, je m'excuse, on va quitter et on va relancer le tout. Oh, c'est déjà prêt à être relancé. Et une demi-seconde, Parfait. Okay. On voit que ça fonctionne. Tout est beau pour l'instant. Donc, ça c'est nos données. Donc maintenant, on va aller quand même essayer de modifier les choses quand même bien. La feuille de style, je pense qu'on l'avait faite déjà à l'instant. Est-ce que je me suis trompé avec la feuille de style? Ouais, la feuille de style, on ne l'avait pas faite ensemble, je m'excuse. Okay, avant, je vais tout de suite faire un pass. Comme ça. Et on va aller modifier donc nos boutons. En fin de compte, si je relance tout ça sans la feuille de style, je suis désolé, la feuille de style, ça fonctionne quand même. C'est juste que là, notre application n'est pas particulièrement belle.
Fait qu'on va tout de suite appeler une feuille de style. Donc, je l'avais déjà modifié, mais j'avais oublié d'enlever ma modification. Donc, notre feuille de style, justement, c'est ce qu'on avait ajouté. Et en fait, c'est une feuille qui est quand même vraiment pratique. On peut même changer les propriétés. C'est une feuille, là, par exemple ici, on voit qu'on a un Q push button. Ça donne les styles au Q push button. Fait qu'au lieu d'avoir à tout refaire ça à la mitaine à chaque fois, on peut se conserver une feuille de style pour différents projets. Moi, je les reprends de projet en projet, je modifie les couleurs un peu. En gros, ça dit la couleur du bouton. Et en plus, Visual Studio Code, c'est génial parce que la couleur est définie ici par donc les nombres en hexadécimal. Fait qu'ici, j'ai 47 sous la forme d'hexadécimal qu'il faudrait convertir en valeur décimale pour avoir une valeur entre 0 et 255. Même chose, j'ai A6, E5, donc c'est mes couleurs. Et on voit à quoi ça ressemble la couleur. Puis je peux même cliquer là. Si je pouvais, si j'étais un petit instant, j'aurais pas cliqué. Je pourrais même changer la couleur. Par exemple, je pourrais venir changer ici et ça change ma valeur ici. Je vais faire donc un petit CTRL-7 pour annuler. On va pas modifier ça. Mais donc, c'est vraiment pratique. Même avec Visual Studio Code, les petits rectangles en général ne sont pas là. Je suis plus un utilisateur de PyCharm, puis c'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi intéressant pour modifier les couleurs de la feuille de style. Fait qu'on peut vraiment s'amuser fortement. Et par exemple, ici, le Q push button over, c'est simplement donc de donner une couleur différente quand over, c'est quand on est en survol du bouton. Fait quand la souris va passer par-dessus le bouton, on va changer de couleur au bouton. Et bref, ça c'est une feuille de style. J'ai des styles aussi pour le plot widget ici que j'ai mis donc en fin de compte des propriétés donc pour la couleur, finalement la bordure, la couleur du background qui n'est pas tout à fait noir, finalement le font size, le border radius. Bref, on a quand même pas mal de propriétés intéressantes. On va aller utiliser ça. Je peux le fermer. Et pour utiliser donc la feuille de style, c'est assez simple ce qu'on va devoir faire. On va tout simplement donc devoir ouvrir ce fichier-là. Fait qu'on va faire avec la fonction with open, donc open pour ouvrir le fichier. On va ouvrir donc notre fichier qui s'appelle style.css. Ça. Et on va ouvrir ce fichier-là en mode lecture. Fait que je vais juste mettre R pour read. Si on voulait écrire, ce serait un W. Et as F, il faut simplement lui donner donc un nom de variable. Et en fin de compte, on va juste faire self. Donc self, c'est notre instance main app. On a droit finalement à une méthode qui s'appelle setStyleSheet. Comme ça, donc ça va ajouter une feuille de style à notre application. Et là, on va juste lui dire c'est quoi notre feuille de style. Donc c'est en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est simplement venir copier tout ce texte-là de la feuille de style, donc mettre des guillemets. En fait, ça serait 3 triple guillemets là, pour avoir tout ça. Et au début et à la fin, et on pourrait tout copier ça et mettre ça juste ici, mais ce serait pénible dans notre code. C'est pour ça qu'on va juste faire un f.read. Ça, cette fonction-là va tout simplement donc aller lire le fichier. Avec le f, c'est juste une variable donc qui nous permet de dire c'est ce fichier-là, donc style.css qu'on a ouvert. Et on va le read, on va faire le readline pour lire une seule ligne. Le read, ça va lire au complet. C'est comme si on faisait un copier-coller de notre fichier feuille de style et qu'on le mettait juste ici dans le set style sheet, et ça va nous permettre donc d'avoir un code qui est beaucoup plus beau. Si j'exécute ça, on devrait avoir le style sheet appliqué. Vous voyez les boutons, même quand je fais passe par-dessus, la couleur elle change. Ça c'est vraiment dans mon style sheet qui était ici, qu'on avait le over, over, si je fais la ligne 160 quelque chose ici, mais donc la couleur ici c'est quand je par-dessus, ma souris par-dessus, puis sinon si je peux par-dessus c'est une autre couleur. Donc c'est ça qu'on voyait vraiment donc avec notre feuille de style. Donc on a ici donc les boutons qui changent, puis on a une petite bordure qui s'est ajoutée donc, sur notre graphique. Donc pour l'instant ça va quand même bien, je peux toujours faire l'acquisition, toujours quitter, donc tout est beau. C'était juste pour rendre ça disons un petit peu plus beau finalement ce qu'on avait dans notre application. Donc ça c'est déjà quand même assez bien. Et il nous manque quand même quelques petites choses pour pouvoir avancer un petit peu plus. Je dirais que la feuille de style, c'est peut-être pas une bonne idée d'appeler ça de cette façon-là. En fin de compte, l'idéal, ce serait d'avoir un chemin de fichier qui ne va pas se modifier, comment dire,
si je déplace mon projet, par exemple. Fait que des fois, là, ça va bien, je l'exécute ici dans Visual Studio Code, puis j'ai ouvert un dossier. Fait qu'il essaie de trouver la feuille de style qui est le plus près, mais ce serait bien d'envoyer le chemin au complet. Fait que pour faire ça, on pourrait tout simplement donc aller se créer juste une constante, comment dire, de répertoire de base. Fait que je peux le mettre même avant ma classe. Je vais faire ça à l'instant. Fait que je pourrais avoir une constante ici qui s'appelle base, donc le directoire, le répertoire de base, donc base dir, juste ici, et que je vais appeler donc os.pat.dirname. Donc cette variante, on voit ici, il manque le module OS finalement. Là. Fait que ça c'est module donc pour le operating system. Fait qu'on va juste faire import OS. Et ça, ce module-là, j'ai donc ici tout ce qui est module pat finalement. Et dirname, j'ai une méthode donc là-dedans qui me permet d'aller chercher c'est quoi le répertoire d'un fichier en particulier. Puis par exemple, j'ai la constante file. La constante file, c'est donc mon chemin finalement du fichier appfile. Fait que donc j'ai ce fichier là, puis ça me dit on va chercher le répertoire de ce fichier là. Puis en fait, je pourrais faire un print directement donc de base dir, puis je vais l'enlever après le print, c'est pas nécessaire. Et on va aller exécuter ça. Fait que donc si j'exécute ça, je devrais donc imprimer le base dir. Vous voyez le cours 1 ici, c'est directement le répertoire de ce fichier-là. Où il se trouve dans Home, Techno, Documents, cours 1. Fait qu'on a directement le répertoire de base. Fait que ce qui nous reste à faire, c'est donc de se créer notre chemin de fichier. Fait qu'on va aller directement juste ici avant d'ouvrir le fichier. Et là, ce qu'on peut faire, ça va être assez simple. Donc, on va créer une variable qui s'appelle, je sais pas, CSS file. On pourrait s'appeler CSS file path, mais juste CSS file, c'est correct. Et on va prendre donc le module os.pat et oups, je l'écris à l'envers, .pat.join. Fait qu'on peut joindre finalement des chemins. Fait que c'est vraiment pratique pour au lieu d'avoir à concaténer des chemins de caractères. Fait donc je vais joindre le base dir, donc le répertoire de base. Et ensuite, je vais juste lui ajouter donc mon fichier donc qui s'appelle style.css. Donc je vais simplement l'appeler style, ici, style.css. Parfait. Et là, en fin de compte, ici, je peux juste venir remplacer mon style.css par mon nom de variable, donc CSS file. Donc ici, le CSS file, c'est un chemin de fichier et ça devrait quand même bien fonctionner. Ça me permet, par exemple, si je voulais mettre le style.css dans un sous-répertoire de ça, ben là, je pourrais faire un join puis avoir le nom du sous-répertoire. Ça serait beaucoup plus flexible finalement de travailler de cette façon-là. L'autre façon qu'on a faite, ça fonctionne quand même, là, mais ça c'est quand même beaucoup plus intéressant. Puis en général, souvent on va avoir ce genre de choses-là à faire en Python donc pour accéder à nos répertoires. Et là, pourquoi ça marche pas? Parce que tantôt je n'avais pas fermé l'autre. Non, je crois qu'il était fermé. Je l'ai réexécuté juste pour être sûr. C'est juste qu'il s'ouvre à l'extérieur. Acquisition, quitter. Donc tout va bien. Ah, ok, je pense que je vais le voir quelques fois. Je pense que ça va remarcher là. Parfait, acquisition et quitter. Donc tout fonctionne bien. Donc ça c'était pour aller chercher donc, notre feuille de style. Ensuite, il va nous rester quand même quelques petites modifications à faire. Ici j'ai quand même bien tout fait, ça c'est bon. Et ce qui va nous rester à faire, on va peut-être vouloir aussi améliorer un petit peu finalement tout ce qui était notre graphique finalement. Ça vaudrait la peine d'avoir quelque chose d'un petit peu plus beau, puis des choses qu'on ne peut pas modifier dans le graphique, donc à partir de la feuille de style. Ça, je ne sais pas pourquoi. On va vouloir peut-être changer des choses donc pour que ce soit plus intéressant. Fait que là, je vais aller dans mon Modify Widget jusqu'ici. Et pour le graphique, donc on va se créer donc quelques petites valeurs. En fait, pour le graphe,
peut avoir un self, donc je suis juste dans le graphique, je suis encore dans Modify Widget, on va avoir self, graph ici, on va pouvoir faire .set, set background par exemple. Donc on va modifier la couleur, cette background ici. On va venir mettre notre couleur qu'on veut pour le graphique. Je pense que c'était en hexadécimal, je pense que je l'ai fait 23, 23, 23 dans ma feuille de style, donc 23, 23, 23. Fait que ça, on est comme très très près du noir, là, on est dans du gris très foncé finalement, parce qu'on a toutes les mêmes couleurs, donc rouge on a 23 en hexadécimal, vert on a 23, bleu on a 23 en hexadécimal. On va aussi se définir donc un style pour nos on va dire ça, pour nos axes. Donc je vais avoir style ici, c'est juste une variable, et je vais ouvrir un dictionnaire comme ça. Donc on va définir l'élément couleur juste comme ça ici. Ensuite je vais venir mettre une couleur pour l'axe. Donc ça va être 79, 9B et 3 les couleurs que je m'étais copiées d'ailleurs. Et on va avoir un autre élément qui s'appelle donc une autre clé qui s'appelle font size. Ça, si vous voulez vous amuser à lire Light finalement dans PyQt-Graph, vous êtes les bienvenus, mais sinon faites-moi confiance. Donc le font size, on va lui donner donc une valeur de texte et 14, donc ici en termes de pixels. Donc on a ça, donc nos styles pour nos axes. Et en fin de compte, pour modifier les axes, on va tout simplement faire ça à l'instant. Donc self.graph.setLabel. Et en fin de compte, on va d'abord commencer par donc ça pour les ça par directement commencer par l'axe gauche. Fait que je pense qu'on peut rentrer axis. Il me semble que ça devrait fonctionner. Ouais, je pense axis, c'est une des propriétés qu'on a accès. Axis, donc on faut lui dire l'axe de gauche. Je pense qu'on peut rentrer left ici. Donc ensuite, il faut lui donner son nom. Fait que le texte qu'on veut mettre l'axe de gauche qui est égal. Donc nous, c'est l'axe de gauche avec la tension en vol. Parfait. Et ensuite, il faut rentrer donc le style qu'on veut avoir. Fait que le style qu'on veut avoir, c'est ce qu'on a juste ici défini. Et ça, on va faire un unpacking de dictionnaire. Ça va nous permettre donc de reprendre ces valeurs-là et de les rentrer donc en tant que paramètres. Faites-moi confiance, on n'a pas le choix de le faire de cette façon-là. Donc, je mets deux astérix et je vais simplement mettre ma variable style, donc qui est mon dictionnaire. Et tout ça devrait quand même bien fonctionner. Ça va donc attribuer la valeur de cette couleur-là à mon attribut couleur et aussi donc la taille de 14 pixels à font size. Et ça, on l'a fait donc pour l'axe gauche. On peut juste copier cette ligne-là et on pourrait le faire donc pour l'axe droit. Puis en fait, c'est pas obligé, si j'ai fait axis égale left, là, j'aurais pu aussi ne pas mettre le nom. Donc ici, la variable, juste mettre left directement. Là, on va le faire avec l'axe du bas. Je pense qu'il faut rentrer bottom. Comme ça ici. Et si on ne le fait pas par contre, je pense qu'il ne faut pas mettre le texte non plus comme ça. Et donc ici, l'axe du bas, nous, c'est le temps en secondes. On va rajouter le temps en secondes juste ici. Le temps. Tant qu'à y être, je mets une lettre majuscule. Je mets une lettre majuscule, attention, on va voir le temps en secondes. Et ça c'est fait. Puis je pense qu'il ne me reste rien d'autre pour le graph. Oh, j'aimerais ça comme montrer aussi donc le grillage. Je vais faire self.graph.showgrid. Ça, je pense pour montrer la grille. Je pensais qu'on allait montrer. Je pensais qu'elle allait m'aider avec l'autocomplétion, mais je vais showgrid. Puis en fin de compte, là, il faut lui dire donc en X. Si vous voulez, il faut dire vrai en X. Oups. Et même chose pour un Y, Y égale true. Et donc, ça va me permettre de voir donc la grille de mon graphique. Fait que ça, pour le graphique, je pense que c'est pas mal le mieux qu'on puisse faire. Fait qu'on va tout de suite essayer ça. Est-ce que ça fonctionne?
Scale, top, bottom, left, right. Ah, j'ai mis des R, je m'excuse. Je m'excuse, là, j'enregistre avec une capture d'écran. Avec ça, des fois, j'ai la misère à taper, là, mais je voyais mal que c'était des R. Et si on recommence ça. Donc, parfait. J'ai tension, j'ai le temps. Peut-être mes couleurs d'abord. Ok. Avec le style, les couleurs, set background. Je pensais que mon texte allait être rouge. Color. Ça fonctionne pour l'acquisition des données. Là, par exemple, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas pour la couleur de mes axes. Style ici. Probablement que je pense que c'est un style sheet. Sinon, je vais le laisser comme ça, c'est pas dramatique non plus. Background color, font size. Je peux peut-être enlever le background color ici. CTRL-X. Et réessayer ça. Sauvegarder mon style sheet. Quitter. Non, je comprends pas pourquoi il me met mes axes de cette couleur-là. Pourtant, style. Lui, on va le mettre en commentaire. Mais sinon, c'est pas grave, on va le laisser tel quel. J'arrive pas à comprendre. Ok, ça il n'a pas changé. On va remettre le background en gris. Fait que ça c'est correct. Et sinon, la couleur. Color, je pense que c'était ça que j'avais en rouge. 9B3E. Ça devrait quand même bien fonctionner pour ma couleur de mes axes. Non, il me reste quand même noir, qu'on va laisser noir. Ou sinon, je peux essayer une couleur. Je vais essayer juste mettre red directement ici. Est-ce que ça va être acceptable? Et on va essayer. Bon, je vais le laisser comme ça. C'est pas une couleur prédéterminée, là, mais je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mais donc ici, donc j'ai mis ma couleur rouge et ça fonctionne. On aurait pu augmenter la taille un petit peu des axes. Je pourrais mettre ça à 18 pixels, mais j'ai comme l'impression. Oups, je vais faire quitter. Donc, on va essayer des axes un petit peu plus gros. Je pense pas que ça va aider vraiment la tension, temps, acquisition. Donc je peux faire une première acquisition. Je vais peut-être jouer aussi avec mon potentiomètre pour pas juste avoir du bruit. Mais donc je peux lancer le potentiomètre, l'acquisition, encore une fois. Ouais, je crois que j'ai des fils qui se sont débranchés. Ouais, j'ai un fil qui est débranché sur mon potentiomètre. Ça ne va pas aider. Je m'excuse. J'ai perdu mon ground. Bon, parfait. Et je vais faire une acquisition. Oui, ça fonctionne. Je vais faire plein d'acquisitions et tout fonctionne bien. Je peux quitter ça. En gros, c'est pas mal tout ce qu'on avait à faire pour donc, interagir avec notre comment dire avec la oui, avec notre classe acquisition Arduino. Sinon, je pense que j'ai rien d'autre à ajouter à ça. Je pense que c'était pas mal tout ce qu'on avait à faire. En gros, c'est quand même compliqué, là. Ça fait beaucoup de choses à faire. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas été obligé de faire. Tout ce qui était à partir Modifier Widget, finalement, là. On aurait pu tout mettre ça en commentaire. J'aurais pu tout mettre ça en commentaire, puis ça aurait juste fait quelque chose de moins beau. C'était pas nécessaire non plus. C'est simplement pour rendre ça plus intéressant. Certains aussi qu'on voulait mettre le nom de nos axes. Mais sinon, c'est pas si pire que ça. On voit qu'on n'a pas tant de lignes de code que ça. Donc, on a une soixantaine de lignes de code ici, puis même dans notre acquisition, on n'a aussi pas tant de lignes de code. Environ, on n'a même pas une soixantaine de lignes, 50 lignes de code. Ça nous permet donc en très très peu de code de faire une interface graphique qui a quand même du bon sens et qui nous permet donc de faire notre acquisition donc, de données.
et de quitter, tout simplement. Donc, c'est tout pour cette vidéo-là. Au laboratoire, vous allez devoir ajouter d'autres choses. Donc, par exemple, là, ce qu'on va vouloir ajouter finalement, c'est donc quelque chose sur notre face avant qui nous permet de venir choisir le temps d'acquisition finalement. Là. On va donc essayer d'ajouter quelque chose qu'on va aller lire donc pour venir modifier le temps d'acquisition, parce que là, on peut simplement le faire dans le code. Donc, c'est tout donc pour cette vidéo-là, donc qui permet de faire le lien entre notre classe main app et finalement notre classe, comment dire, et notre classe acquisition. Là, je ne sais pas pourquoi là, il m'a rajouté, je pense que c'est quand j'ai nommé Axis ici, il a importé ça ici. Je pense que c'était pas nécessaire. Je ne me pas remarqué à quel moment on a ajouté l'importation. Je pense que c'est quand j'ai mis, ouais, ça, quand j'ai écrit Access ici. Donc c'était un terme réservé. Est-ce que c'est un terme dans ma Matplotlib? Fait qu'il a importé ça, mais c'était pas nécessaire de faire l'import. Donc c'est tout pour cette vidéo.